Bonjour Madame Nalem, bonjour à tous. Monsieur Sebag, bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Merci d'être présent ce matin pour ce webinaire consacré aux écoles de commerce. Je suis Laurence Nalem, je suis chargée des formations aux professionnels pour le CIDJ. Et donc, on a le plaisir ce matin d'accueillir Monsieur Sebag, que je vais laisser se présenter, qui est le directeur général, pour le présenter un peu tout de même, de l'ISG. Et donc, Monsieur Sebag, je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu en complément et puis démarrer la présentation. Alors, Bien sûr. quelques consignes peut-être. Je vais juste me permettre de donner quelques consignes. Donc là, bon, les caméras sont coupées, c'est parfait. Donc, je vous invite pour le coup à poser vos questions via le chat. Je suis en veille dessus, donc je serai attentive à toutes vos questions, en sachant que la présentation va se dérouler en deux temps. Un premier temps d'une trentaine de minutes consacré à la présentation en elle-même, et un second temps consacré donc aux questions-réponses. Et j'irai bien entendu explorer et récupérer toutes vos questions de façon à ce que M. Sebag puisse y répondre. Voilà. Merci Madame Nalem. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Thierry Sebag, je suis le directeur général de l'ISG, qui est une école de commerce qui a été fondée en 1967. C'est une des plus anciennes avec un ADN très international. Voilà, depuis son origine, nous avions historiquement des locaux dans le World Trade Center. On est historiquement avec trois villes, Paris, New York, Tokyo. Nous sommes aussi membres d'un groupe qui s'appelle IONIS, dans lequel on trouve des écoles d'ingénieurs et avec lesquelles l'ISG construit des doubles compétences sur de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'analyse des données, avec lesquelles elle construit aussi des bachelors sur les crypto-finances, par exemple, en crypto-finance, sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs. D'autres écoles avec lesquelles nous construisons aussi d'autres partenariats, dont avec Sudria, qui est une école d'ingénieurs qui est dédiée au développement durable et avec qui, naturellement, nous travaillons sur l'ensemble des sujets de demain, qui est une dimension sociétale et ou environnementale. C'est une école de commerce qui est implantée à Paris, mais aussi sur 6 villes en région, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, et puis qui a également un campus à Genève. C'est une école, je le disais, très internationale, 160 partenaires, et puis c'est une école qui fait aussi beaucoup d'alternance et qui prépare à tous les métiers auxquels on prépare dans une école de commerce. Et je crois que ce sera aussi l'un des points que nous allons aborder aujourd'hui au cours de cette présentation qui porte sur les écoles de commerce. J'imagine qu'ils sont nombreux parmi les citoyens qui viennent vous voir en vous demandant ce qu'on vient faire dans une école de commerce, les métiers auxquels on vient s'y préparer, si une école de commerce c'est bien. Pourquoi on choisirait une école de commerce plutôt qu'un autre type de formation, que ce soit le droit, la médecine ou une école d'ingénieur? On a beaucoup de porosité aujourd'hui entre l'ensemble de ces formations parce qu'on a parfois des étudiants qui viennent nous rejoindre en cycle master et qui viennent de médecine ou de pharma et qui viennent prendre une formation notamment sur le management ou sur le business, parce qu'ils vont avoir des fonctions qui seront des fonctions managériales. Et puis, on a aussi des étudiants chez nous qui viennent investiguer le monde de la santé, parce que c'est aussi de nouvelles opportunités de business pour eux, que ce soit sur de la santé animale ou de la santé humaine. Et puis, naturellement, beaucoup de connexions avec les écoles d'ingénieurs, notamment sur les métiers de la finance, qui est un des débouchés traditionnels qui assure la connexion entre l'un et l'autre de ces mondes. Alors, pour démarrer, si vous le voulez bien, on a commencé par un petit vrai-faux sur ce que sont les écoles de commerce. C'est quoi une école de commerce? Qu'est-ce que ça permet une école de commerce? Est-ce qu'une école de commerce, c'est international ou très international?
La réponse, elle est bien entendu vraie. Une école de commerce est très internationale. Elle l'est pour deux raisons. D'abord parce que c'est une exigence minimale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On doit y faire au minimum un semestre d'échange en stage ou en université. Sur les programmes de l'ISG, par exemple, c'est 30 mois que les étudiants dans le programme grande école peuvent passer. C'est aussi la possibilité dans beaucoup de grandes écoles, comme chez nous d'ailleurs, de suivre l'intégralité de sa carrière, enfin de ses études en anglais. Donc c'est un point important pour nous. Et puis, bien entendu, on peut aussi aller travailler à l'international et ça sera d'ailleurs l'un des points que l'on verra aujourd'hui globalement. C'est un étudiant sur 6 qui démarre sa carrière à l'international et qui fait que très souvent, quand on choisit une école de commerce, ce qu'on choisit, c'est l'international, mais pour la bonne raison, c'est pour aller y étudier et y travailler et ce n'est pas simplement pour aller partir en voyage. Deuxième idée reçue sur les écoles de commerce que l'on a assez régulièrement, c'est cher et c'est de fait aussi fait pour les riches. Non, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. D'abord parce que dans toutes les écoles aujourd'hui, on a un travail sur l'ouverture sociale de nos écoles au sein de ce que l'on appelle la conférence des grandes écoles, c'est la CGE. Cette ouverture sociale, elle se traduit par deux choses. D'abord, elle se traduit par un nombre de boursiers, notamment sur le premier cycle. Globalement, c'est un étudiant sur 5 aujourd'hui qui est boursier au sein de nos écoles. Donc, ce sont des volumes qui sont sensibles. Et d'ailleurs, les écoles viennent très souvent compléter les bourses par des bourses écoles. C'est d'ailleurs le cas à l'école. Globalement, sur 7 étudiants sur 5 qui est aidé, en moyenne, le niveau de l'accompagnement tourne aux alentours de 1 500 à 3 000 euros, ce qui permet de maîtriser le coût de sa scolarité. Et puis surtout, et vous le verrez dans la suite, ce qui change radicalement la donne, c'est que globalement, sur les 5 années de leurs études, pour l'ensemble de nos étudiants, eh bien, la part de l'alternance, elle a été croissante au cours de ces dernières années. Les écoles de commerce en sont extrêmement friandes. Vous le voyez, un étudiant sur 4. Et en vrai, si je donnais une statistique sur le second cycle, je devrais vous dire, globalement, c'est aujourd'hui 3 étudiants sur 4 qui font le choix au second cycle de l'alternance. D'abord parce que c'est un moyen de financement. C'est probablement la première raison pour laquelle les étudiants choisissent l'alternance. Et puis aussi parce que c'est un outil d'insertion professionnelle. Troisième idée reçue sur les écoles, qui est pas complètement vraie, pas complètement fausse. Une école de commerce, c'est fait pour y faire la fête. C'est vrai, mais on n'y fait pas que la fête, je vous rassure. Et puis surtout, la troisième mi-temps, parce que la vie associative, on appelle ça, enfin, c'est souvent la troisième mi-temps dans les écoles, c'est souvent l'école après l'école. Eh bien, quand on développe cette vie associative, que nos étudiants partent à l'occasion de catastrophes, quand ils organisent, comme c'est le cas par exemple à l'école, des voyages pour leurs camarades de promo, qu'ils montent des associations qui ont pour objectif de faire voyager les étudiants ou d'organiser des collectes qui ont pour parfois un objectif caritatif. Derrière tout cela, ce qu'on trouve, ce sont des compétences qui sont des compétences de gestion. Que ces compétences soient des compétences de gestion de projet, que ce soit des compétences de gestion de budget, de responsabilité d'équipe. On apprend tout cela quand on y fait aussi un peu la fête et on apprend des choses, mais c'est vrai, il y a un côté qui est indéniable, c'est que dans les écoles de commerce, c'est très joyeux. Alors vous allez me dire, le dernier point, qu'est-ce que c'est qui est vrai? Et je vous dirais, eh ben, c'est que contrairement à certaines idées reçues, vous allez le voir, c'est la suite de ce PowerPoint, c'est probablement le mode de formation ou le type de formation qui prépare le mieux au marché du travail. C'est là où les taux d'insertion professionnelle sont les plus élevés. C'est là
où les rémunérations aussi sont le plus élevées. C'est là aussi où l'ensemble des métiers sont le plus accessibles aux garçons, aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes. Et c'est aussi un des points pour nous. Et puis enfin, vous le verrez, c'est là où aussi on a le plus de chances, le plus d'opportunités d'exercer des métiers qui aient une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et c'est la suite de notre PowerPoint. Cette présentation, on l'a calibrée en 4 temps et on l'a pris en se posant, on a imaginé cette présentation en se posant des questions qui sont probablement celles que l'ensemble des lycéens se posent et des familles se posent quand ils sont au lycée. La première, je devrais la poser comme ça, c'est est-ce que c'est grave que de ne pas avoir d'idée sur les métiers que l'on va exercer ou que l'on voudrait exercer une fois diplômé. Et les écoles de commerce, et sur le démarrage des écoles de commerce, elles sont construites sur leurs 3 premières années, que vous passiez par des prépas, que vous passiez par des bachelors, que vous passiez par des programmes en 5 ans sur les 3 premières années, comme c'est le cas par exemple à l'ISG, eh bien, elles sont construites pour laisser le temps de maturer les projets. Il faut avoir en tête une chose, c'est que globalement, on a à peine un lycéen sur 4 qui sait exactement ce qu'il veut faire une fois qu'il sera diplômé. Mais quand on regarde comment les choses sont construites dans nos écoles, eh bien, dans les écoles au sein de la conférence des grandes écoles et parmi les écoles de commerce, eh bien, cette proportion-là augmente à mesure que l'on se forme. C'est globalement 2 étudiants sur 3 qui, en L3, ont une idée du métier qu'ils vont exercer et les choses s'affinent au fur et à mesure. Donc, ce qui est important de retenir derrière cela, c'est que, bien entendu, on prend le temps. On n'est pas sur des rails où on se dit je sais d'entrée de jeu que je veux devenir artisan boulanger, chaudronnier, directeur marketing, directeur de la communication, directeur financier, growth hacker ou data scientist. Je ne connais pas ces métiers-là au départ, mais pour autant, ce que permet une école et une école de commerce, c'est de prendre le temps. Souvent, on le présente d'ailleurs comme ça en disant, vous savez, les 3 premières années sont des années où on touche un peu à tout. C'est presque un repas à la libanaise. On vous fait goûter différentes disciplines, différentes matières, parce que sur les métiers qui sont les métiers des ressources humaines, les métiers du marketing, les métiers de la communication, les métiers de la logistique, des achats, du commerce international, il faudra avoir une compétence ou une appétence pour les chiffres, pour les langues, où il faudra maîtriser tel ou tel outil, et on apprend tout cela au cours de sa vie. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que quand on rentre dans une école de commerce, nos étudiants tiennent absolument à exercer des fonctions de management. Ils ne savent pas ce que c'est, on leur fait découvrir et très souvent, on leur demande ce que veulent dire pour eux une responsabilité de management. Et c'est typiquement ce que vous avez sur cette diapositive-là, où vous voyez des responsabilités qui sont des responsabilités hiérarchiques, des responsabilités de budget, des responsabilités d'équipe, des responsabilités de projet, que globalement, voilà, si on prend les étudiants de management, j'allais dire c'est bien normal. Quand on vient dans une école de management, on y vient pour se préparer à exercer du management. C'est à peu de choses près un diplômé sur 3 qui, aujourd'hui, en sortie école, exerce une fonction de management avec un vrai rôle hiérarchique. Alors, cela a des conséquences naturellement sur la gestion de son budget, cela a des conséquences sur la gestion des équipes et puis naturellement sur la gestion de projet. C'est d'ailleurs aussi, je le dis, ce que viennent chercher les étudiants des écoles d'ingénieurs quand ils viennent chez nous, parce qu'ils savent bien que lorsque on vient compléter sa formation d'ingénieur par une formation de management, eh bien, ça permet de pouvoir mieux aborder le marché du travail.
des métiers auxquels on forme au sein d'une école, pour lesquels il faut des compétences hard, mais aussi des compétences comportementales, des compétences hard qui sont des compétences en termes de gestion, qui sont des compétences en termes de management, qui sont des compétences techniques aussi sur les outils. On va leur demander d'utiliser des logiciels pour lesquels on va leur apprendre à se former. Et puis, on parle beaucoup de ces soft skills qui, pour les entreprises, signifient de l'autonomie, signifient de la responsabilité, signifient de la capacité à entreprendre et qui nécessitent d'avoir un peu d'ouverture, un peu de curiosité, une capacité à résoudre les problèmes. Souvent, d'ailleurs, dans le monde professionnel, on leur dit comme ça, vous vous débrouillez. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on apprend à l'école, à se débrouiller, à résoudre des problèmes qui sont des problèmes inédits. C'est ça que l'on appelle la complexité. Des problèmes inédits que l'on apprend à résoudre par la répétition de ces problèmes. Et toutes les écoles aujourd'hui sont orientées compétences. Et dans cette orientation compétences, eh bien, on va aujourd'hui avoir une orientation qui va être de plus en plus sur cette capacité à repérer des régularités dans la capacité à résoudre des problèmes inédits. Mais tout cela nécessite d'avoir un peu de vision stratégique sur son métier. Lorsque nos étudiants aujourd'hui par des situations faites par des entreprises, je vais en donner un ou deux exemples. On a eu l'occasion de travailler par exemple avec une plateforme qui s'appelle eToro, qui est une plateforme qui fait du trading donc boursier en ligne et qui est venue nous interroger il y a quelques années sur comment redesigner leur site internet pour le rendre plus addictif, plus ludique pour leurs utilisateurs. On a eu l'occasion de travailler il y a quelques semaines de cela, notamment avec le groupe Decathlon, sur comment est-ce qu'on imagine la marque employeur pour la rendre plus attractive, tant sur de jeunes publics que sur des publics qui soient un peu plus aguerris. Et derrière tout cela, ce que l'on apprend, c'est à gérer des situations, à gérer de la complexité. Et cette répétition des cas permet, sur des cas concrets, eh bien, de pouvoir répondre directement aux demandes des entreprises de former les managers de demain. Se former au business et au management, ça veut dire que dans nos écoles, on met l'insertion professionnelle au cœur du réacteur de nos écoles. Ça veut dire une chose, comme vous le voyez ici, ça veut dire d'abord un taux d'emploi qui est extrêmement élevé. Je vais arriver sur les métiers. C'est est-ce que les entreprises recrutent? Oui. Le taux d'emploi, quand on le prend net de ceux qui sont en poursuite d'études, quand on le prend net de ceux qui ont décidé de s'arrêter ou de faire d'autres choix que d'aller travailler, vous voyez, on a un taux d'emploi qui est à 80%, donc 8 sur 10, et 8 sur 10 qui sont en CDI en France. Et surtout, mais ça va avec les responsabilités managériales, on voit bien qu'il y a un impact en termes de rémunération. On est à 36 kg hors prime en moyenne au sein des écoles de commerce. Avec prime, on est aux alentours de 40 kg, un peu plus, presque 41 kg. Et c'est un point parce que derrière cela, on a toute l'insertion professionnelle qui se déroule, toute l'expertise des relations entreprises. Alors, vous allez me dire, on se dit, on y recrute, parfait, mais derrière nos écoles et les métiers qui recrutent, est-ce qu'il y a des métiers qui plaisent plus que d'autres et des métiers qui sont en capacité de mieux rémunérer que d'autres? Oui, c'est bien le cas. On le voit ici. Alors, on a fait un petit focus, vous voyez, sur les femmes et les choix qui sont faits, par les étudiants et les étudiantes, les diplômés et ES.
on voit des différences notables. Les métiers du marketing, les métiers des achats, mais aussi les métiers des ressources humaines ou de la communication, qui sont des métiers féminisés, plus féminisés que d'autres. Alors, ça fait partie des stéréotypes de genre sur lesquels nous travaillons naturellement. On forme, vous le voyez, à des métiers qui sont des métiers parfaitement identifiés, des métiers de commerciaux, des métiers de financiers, des métiers de conseil, des métiers de market, des métiers de l'audit, des métiers des achats, des métiers des ressources humaines, des métiers de la communication. Les choix ensuite qui sont faits dépendent naturellement des envies de chacun, du côté plus créa, plus rigoureux, plus mathématique aussi, plus à l'aise avec les chiffres, qui font des vraies différences. Et quand on regarde les écarts de rémunération, on voit bien les métiers qui rémunèrent le plus correctement, alors avec forcément des cohortes qui peuvent être différentes, hein, les métiers de conseil, où on est globalement aux alentours de 40 kg, 41 pour les métiers où il y a des fonctions de direction, et puis des métiers qui payent un peu moins bien, mais qui ne sont pas forcément des métiers qui sont abandonnés par nos étudiants et nos étudiantes. C'est notamment les métiers de la communication, des ressources humaines, qui payent un peu moins bien, mais voilà, on a une différence notable et qui s'explique en partie par la partie un peu plus créative, un peu moins chiffrée, qui est moins valorisée par les entreprises. Et tout cela fait partie d'un arbitrage ou des arbitrages que font nos étudiants lorsqu'ils choisissent leur formation. Donc, vous le voyez ici, donc, des métiers qui rémunèrent, qui font que globalement, on se dit très bien, on a des métiers sur lesquels nous recrutons. Et l'une des questions qui se pose souvent aux écoles de commerce, c'est les écoles de commerce préparent à l'international. Je le disais pour toutes, des tracks internationaux. Sur le programme d'école de l'ISG, par exemple, les étudiants peuvent passer l'intégralité de leur scolarité full en anglais et vivre jusqu'à 30 mois d'expatriation à l'étranger, soit dans le cadre de stages, soit dans le cadre d'échanges académiques. Et on le voit aussi, c'est très net, sur le pourcentage d'entre eux qui démarrent leur vie professionnelle à l'étranger. C'est globalement 1 sur 6 qui fait sa vie à l'étranger et qui part travailler à l'étranger après avoir été diplômé. Ce qui différencie ce qui fait la spécificité des écoles de commerce, notamment sur leur second cycle, c'est que les stages de fin d'études jouent depuis quelques années un rôle un peu différent dans l'insertion professionnelle. Si j'avais fait cette présentation-là il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je vous aurais dit globalement, il y a 15 ans, c'est d'abord par le stage de fin d'études que l'on trouve en premier lieu son premier boulot. Et c'est probablement pour quelqu'un de mon âge, probablement c'eût été la voie royale pour accéder à son premier travail. Vous le voyez, il y a un vrai écart. 18% à peine qui trouvent via leur stage de fin d'études. Et c'est à peu près normal parce que dans les écoles de commerce, deux choses viennent compléter le stage de fin d'études. D'abord, c'est l'apprentissage. Vous le voyez, il est beaucoup plus important dans l'accompagnement vers le premier emploi que dans le reste du paysage de l'enseignement supérieur en France. C'est aujourd'hui globalement 1 étudiant sur 7 qui trouve, grâce à l'apprentissage et qui est embauché dans son entreprise d'accueil. Et puis, le réseau aussi professionnel qui est de toutes les écoles de commerce aussi, qui fait que globalement, quand on rentre dans une école de commerce, on y vient aujourd'hui pour deux choses. On y vient à la fois pour y faire de l'alternance, mais on y vient aussi pour le réseau.
Cet accompagnement vers le premier emploi, l'alternance, le réseau professionnel, et puis bien entendu les stages de fin d'études qui restent aussi quand même forts, 18%, ça n'est pas rien, montre l'importance pour moi du service carrière au sein des écoles de management. Quand une école se faire, c'est être accompagné sur sa recherche d'emploi, être accompagné sur sa recherche de stage, être accompagné sur sa recherche d'alternance, et puis, bien entendu, avoir des occasions de rencontrer l'ensemble des professionnels, travailler, c'est ce que nous faisons, nous, avec l'ensemble des représentants des secteurs, des métiers, sur les métiers et les compétences de demain. Alors, je le disais, je le disais parce que c'est ce qui permet de bien comprendre la liaison avec la diapositive précédente. La question la question à 1000 francs, pour ceux qui se rappellent de ce jeu-là, c'est est-ce qu'une école de commerce, c'est fait pour les riches? Et comment est-ce qu'on finance ces études aujourd'hui dans les écoles de commerce? Et je vous répondrai, la façon dont on finance ces études, toutes les écoles de management, l'IEG incluse, a énormément mis l'accent sur l'ouverture sociale, c'est-à-dire sur, bien entendu, l'accompagnement au premier cycle par les bourses, mais globalement, l'ouverture sociale, c'est faire en sorte que nos jeunes puissent accéder à l'insertion professionnelle en premier lieu par l'alternance et l'apprentissage, qui est, outre un moyen d'insertion, un moyen de financement. C'est l'une des questions que l'on a invariablement, et alors souvent on l'a avec des étudiants qui viennent nous interroger sur est-ce que je peux rejoindre en 3e année ou en 4e année tel ou tel programme chez vous? La réponse, elle est naturellement oui. Bien entendu, vous pouvez rejoindre l'école en 3e ou en 4e année. Et souvent, c'est la question très policée pour ne pas poser la question de comment est-ce qu'on finance des études qui peuvent coûter très cher et où on s'attend vous l'avez sans doute vu, à une augmentation des frais de scolarité de toutes les écoles de commerce. Nous y répondons par l'augmentation de la part de l'apprentissage, qui fait que, je le disais tout à l'heure, c'est 3 étudiants sur 4 qui, au second cycle, sont en apprentissage, et où donc, à la fois, on a un moyen de financement de ces études, mais où aussi, puisque la formation est intégralement financée par l'entreprise, mais où aussi les étudiants sont rémunérés le temps de leur formation. Le suivi de l'insertion professionnelle de ces étudiants en apprentissage, c'est un point important parce que souvent, dans les a priori que les étudiants ont, c'est oui, mais est-ce que la rémunération sera la même? Est-ce que l'insertion professionnelle sera la même que vis-à-vis des autres étudiants? La réponse, elle est invariablement oui. Vous voyez des taux d'insertion professionnelle qui sont très forts, mais en revanche, ce qui différencie nos étudiants qui font le choix de l'apprentissage, c'est le lieu sur lequel ils travaillent. Si vous vous rappelez, on a, je l'ai dit, un étudiant sur 6 qui travaille à l'international, et vous le voyez ici, la proportion, donc aux alentours de 17%. Et si l'on prend sur le lieu de travail à l'étranger, parmi les apprentis, il est un peu plus faible. Et c'est normal, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont fait leur alternance en France. Et aujourd'hui, les écoles de commerce, dont la note d'ailleurs, travaillent sur comment rendre compatible l'international avec la possibilité de venir faire ses études en apprentissage. Et à la rentrée prochaine, eh bien, nous aurons un track qui permettra aux étudiants en second cycle d'avoir une double diplomation France et universités étrangères, et permettant aussi aux étudiants de pouvoir, grâce à un rythme d'alternance qui est 1 semaine, 3 semaines, de pouvoir avoir une alternance
peut-être au Luxembourg, peut-être en Irlande, peut-être en Angleterre, peut-être en Espagne, où parce que nous sommes sur des périodes plus concentrées et moins de déplacements, eh bien, il soit possible de venir prendre une alternance tout en ayant une dimension internationale à son métier. Où travaillent les apprentis managers? Comme vous le voyez, ils travaillent sur l'ensemble des secteurs, les sociétés de conseil, les activités financières, le commerce, l'industrie agro, et puis aussi tous les métiers naturellement de la compta, de la gestion. Et on voit ici aussi des différences entre hommes et femmes, même si naturellement tous les métiers sont ouverts à tous. Dernier point, parce que c'est un point pour nous extrêmement important, on prépare nos étudiants aux enjeux de demain. Des enjeux qui sont des enjeux digitaux, des enjeux aussi qui sont des enjeux aujourd'hui environnementaux et sociétaux et sur lesquels on s'interroge. Point qui nous est extrêmement important, c'est qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, dans les étudiants qui choisissent une école de commerce, c'est 1 sur 2 qui aimerait travailler dans le secteur de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, environnement, éducation, agro aussi, et 7 sur 10 ou ONG, et 7 sur 10 qui souhaitent à minima faire un stage dans ce secteur, qui fait que la vie associative, qui fait que l'orientation que nous donnons, on a, nous, un très grand projet que l'on mène chaque année depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle Planète Solidaire, cette année qui est consacrée à la ville durable et qui a pour objectif que de former nos étudiants au développement durable, qui fait que de plus en plus d'écoles, dont la nôtre aujourd'hui est signataire des engagements des Nations Unies pour les objectifs du millénaire. Ça s'appelle UN pour United Nations PRME, qui est la formation et la sensibilisation aux questions environnementales et sociétales, que nous faisons partie intégrante d'un projet qui intègre la fresque du climat et de la biodiversité aussi, et qui est un élément fort pour nous. Combien d'étudiants ingénieurs, et c'est une de ma toute dernière diapo, combien d'étudiants aujourd'hui exercent des missions qui ont, dans le cadre de leur travail, qui sont à dimension RSE. Vous voyez, c'est plus d'un étudiant sur 4 qui exercent ces missions. Elles sont donc extrêmement importantes comparativement aux autres. Les écoles de management se sont très largement... C'est comme le mec qui a toujours acheté... Alors, attendez. Depuis des générations, c'est Renault parce que mon grand-père... Peut-être demander à chacun d'éteindre son micro. Ça serait la même idée. Pour redemander, parce que quelqu'un l'a rallumé. Oui, je viens effectivement de refaire la demande. Théoriquement, là, on les avait tous désactivés, mais je crois que pour les retardataires, il y a un petit peu... Quelqu'un l'a rallumé. Et, voilà, donc un étudiant sur 4, vous le voyez, qui a une fonction RSE dans le cadre de son management, 27% contre 13% chez les ingénieurs et 18% pour l'ensemble et 17% pour le reste des autres spécialités. Ce qu'on voit ressortir très clairement, c'est bien entendu toutes les questions liées à l'environnement, qui fait que ce sujet-là, à la fois les écoles, mais aussi les étudiants des écoles de commerce s'en sont largement emparés, qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne aussi nos étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux qui ont de plus en plus une dimension sociétale et environnementale. Voilà sur cette présentation. Moi, je tiens à remercier le CIDJ de nous avoir donné l'occasion de présenter, mais Madame Nalem, je vous recède la parole à présent. Merci, Monsieur Sebag. Alors du coup, si vous pouviez revenir juste sur une slide avant, la slide des remerciements, qui va nous permettre aussi d'aborder la partie questions-réponses à partir des questions que j'ai listées.
Et puis, du coup, on passera à la slide après les questions-réponses, si vous voulez bien, Monsieur Sebag. Vous m'entendez? Hop là, je vais remettre. Alors oui, je vous entends. Hop là, je reviens. Voilà, voilà. Bah, écoutez, comme ça, c'est parfait, c'est parfait. Alors, écoutez, du coup, moi, j'ai recueilli effectivement un certain nombre de questions intéressantes, en tout cas des questions qui se posent et auxquelles nos participants aimeraient beaucoup avoir des éléments de réponse. J'ai une première question de Graziella qui nous demande quels sont les critères d'entrée en école de commerce. En quelques mots, Monsieur Sebag. Excusez-moi, il y a eu les critères d'entrée. Les critères d'entrée oui, sur. Les critères d'entrée, oui. Oui. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans une école de commerce? On rentre dans une école de commerce en passant le concours. C'est comme ça qu'on y rentre généralement. Les écoles ont des concours qui peuvent être mutualisés ou des concours qui peuvent être propres. Elles ont des épreuves qui peuvent être communes ou pas. L'une des questions qui vient souvent, c'est quoi un bon dossier et est-ce que les maths sont obligatoires? Et je vais faire d'abord une réponse de prof. Un bon dossier, c'est un dossier qui est homogène et sur lequel on n'a pas de trou dans la raquette. Entre un étudiant qui a sur l'ensemble de son dossier scolaire une moyenne générale qui est homogène et un étudiant qui aurait choisi maths mais sur lequel on aurait un coup de projecteur parce que sa moyenne en maths serait à 6, à 7 ou à 8, forcément, on privilégiera le profil qui sera homogène sur l'ensemble de ces matières et sur l'ensemble de sa scolarité à un profil qui aurait choisi des matières sans grande motivation pour les travailler. Premier point. Deuxième point, sur le profil type que nous avons dans nos écoles de commerce. Globalement, les étudiants qui viennent chez nous, je dirais en trois caractéristiques. D'abord, ce sont des étudiants qui ont envie de renforcer leur anglais et donc qui ont quand même un goût pour les langues. On vient dans une école de commerce généralement parce que on a envie de travailler à l'international, d'étudier à l'international, de partir. Il faut donc que c'est l'un des critères. Il faut donc que vous soyez plutôt bon en langue ou en tout cas que vous y soyez sensibilisé. Deux, il faut aussi ne pas avoir peur de montrer des projets. Donc, dans les critères de sélection que l'on a, nous sommes extrêmement vigilants sur le projet de formation motivée et nous lisons avec grande attention ce qu'ont fait les jeunes lycéens. Donc, que ce soit des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux, la vie de leur établissement, des projets où ils se sont engagés, où ils ont occupé, vous vous rappelez, je disais, des fonctions de management exercées par les étudiants des écoles de commerce. On regarde aussi s'ils se sont engagés dans des projets, s'ils ont occupé des fonctions, s'ils ont été moteurs sur des questions sociétales ou environnementales. Donc, comment est-ce qu'on rentre, ou plutôt quels critères? L'anglais, c'est un point important. Un dossier homogène, c'est un de nos critères aussi. Le projet de formation aussi. Même si les étudiants ne savent pas, ou si nos futurs étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent faire, d'indiquer dans le projet de formation motivée les projets qu'ils ont exercés, qu'ils ont réalisés, en mettant en avant leur réalisation et leur contribution en termes de gestion d'équipe, en termes aussi de collecte de fonds. On a parfois des étudiants qui travaillent pour des hôpitaux, pour des services d'enfants malades, par exemple, qui vont organiser des collectes. Et tout ça, pour nous, ça parle de compétences qui sont de compétences de gestionnaire. Merci, Monsieur Sebag, pour ces réponses. Alors, il y avait une question ensuite sur les systèmes de prépa intégrés, à savoir est-ce que les systèmes de prépa intégrés existent encore en école de commerce? C'est de cette façon.
Oui, vous m'entendez, Monsieur Sebag? J'ai pas, il y a eu une micro-coupure, je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. Alors, la question qui a été posée par BDI Jaza, en tout cas, c'est le nom de son profil, hein, de son compte, c'est est-ce que les systèmes de prépa intégrés existent encore en école de commerce? Alors, je dirais de moins en moins. Et la question qui se pose souvent pour les étudiants, c'est est-ce qu'il vaut mieux une prépa ou est-ce qu'il vaut mieux un bachelor? Globalement, aujourd'hui, ce que permet le bachelor au sein des écoles, c'est d'intégrer déjà l'enseignement supérieur et, la façon de se former dans l'enseignement supérieur. Je le disais tout à l'heure, les mises en situation sont essentielles. Et sur les bachelors, contrairement à ce que l'on va aller trouver sur des prépas, et notamment sur des prépas intégrés, ce qu'on va trouver dans des bachelors, ce sont des mises en situation qui sont répétées. Je vais en donner juste un exemple. Au sein de l'école, au sein de l'ISG, les mises en situation représentent la moitié des évaluations de nos étudiants. Et donc, ces mises en situation, c'est des projets qui sont apportés par de vraies entreprises. Je le disais tout à l'heure, c'est Decathlon qui nous confie sa politique de marque employeur, c'est Adidas qui nous demande de réfléchir sur le commerce de demain ou la boutique de demain. C'est le groupe Banque Populaire qui nous demande d'imaginer des produits à dimension sociétale ou environnementale. C'est le Crédit Agricole qui réfléchit sur l'impact des tendances véganes sur la filière agro et sur le financement de son activité. Et tout ça, ça permet de très vite prendre pied dans le concret et le réel au sein de nos écoles. Donc, de plus en plus d'écoles font le choix aujourd'hui de filières qui sont accessibles après le bac. C'est d'ailleurs aussi, c'était aussi une question d'ailleurs de BDI Jaza, je la vois, c'est la toute dernière, c'est quels sont les différents cursus. Des cursus qui sont à Bac+3, donc qui vont jusqu'à des bachelors, et des cursus qui sont à Bac+5, sur ensuite des spécialisations qu'il va falloir aller choisir en marketing, en communication, en finance, en ressources humaines, en achat, en logistique, qu'on appelle la supply chain. Voilà pour les principales, et puis des choses qui peuvent être transverses, notamment sur de l'entrepreneuriat. Merci, Monsieur Sebag. Alors, il y avait une question d'Anne-Laure qui nous demandait si on peut choisir l'apprentissage dès la première année en école de commerce. Alors, dès la première année de master, oui, sans aucun problème. L'apprentissage dès la première année de bachelor, c'est-à-dire immédiatement après la sortie du baccalauréat, généralement non. Et pour une très bonne raison, sur les formations école de commerce, c'est que globalement, l'alternance sert à une chose, c'est à recruter pour les entreprises. On le disait tout à l'heure, c'est 40% de nos étudiants qui trouvent un emploi dans leur entreprise à l'issue de leur formation. Donc, les entreprises financent généralement la fin du cycle, c'est-à-dire soit les 2 dernières années dans le cadre du master, ce qui est globalement l'essentiel, puisque aujourd'hui, 80% des étudiants qui sont en bachelor poursuivent leurs études. Et lorsque les bachelors sont très, très professionnalisants et que les étudiants sont effectivement dans une logique d'insertion professionnelle, on a de la formation et des bachelors qui permettent de faire de l'alternance sur la 3e année, mais c'est extrêmement rare d'avoir des formations qui soient ouvertes à l'alternance dès la première année de licence. Très bien, merci Monsieur Sebag. Du coup, je rebondis sur la question d'Ogec qui demandait en fait quels étaient les diplômes préconisés pour intégrer une école de commerce en master, justement. Quels sont les diplômes que vous préconiseriez? Alors, tout dépend de la filière dans laquelle vous voulez rentrer. Si vous voulez rentrer sur des filières qui sont des filières de finance, il vaut mieux être à l'aise avec les chiffres et il vaut mieux que cours de votre premier diplôme ou votre première formation, eh bien, vous ayez été formé au métier du chiffre, en tout cas que vous soyez à l'aise
avec les mathématiques et les chiffres. Donc, les étudiants, par exemple, que l'on a sur les métiers de la finance, de l'audit ou du conseil, qui sont des métiers du contrôle de gestion, qui sont des métiers très tournés vers le chiffre, et pour les métiers de la finance de marché, donc de la bourse, très tournés vers les mathématiques, on a plutôt des profils qui sont des profils scientifiques qui viennent l'intégrer. En revanche, si vous choisissez sur des métiers de RH, eh bien, vous pouvez avoir des profils qui soient plus largement ouverts. Vous pouvez avoir des profils qui peuvent être des profils qui viennent de facultés de lettres, qui viennent de sociologie, parce que la partie ressources humaines est importante, et puis naturellement de droit, d'économie, qui est l'un des débouchés naturels. Un des points aussi qui vient souvent, c'est que l'on a de plus en plus d'étudiants qui arrivent chez nous sur le second cycle venant chercher du double diplôme. Donc, du double diplôme droit, gestion, santé, gestion, ingénieur, gestion, que ce soit finance, que ce soit marketing, qui est de plus en plus aujourd'hui tourné vers les métiers du chiffre aussi, parce qu'il y a tout ce que l'on appelle les analytics, c'est-à-dire l'analyse des chiffres, des campagnes, pour lesquelles les élèves ingénieurs viennent se former chez nous aussi au marketing, et ça nécessite une base scientifique et mathématique de plus en plus forte. Donc, globalement, ça vient sur le second cycle de droit, d'économie, de gestion. Ça vient parfois de filières qui sont un peu plus, j'allais dire, exotiques, la santé, par exemple, ou parfois certaines écoles d'ingénieurs, parce que ça vient chercher des compléments de formation. Je vais en donner un exemple. On a, je le disais, avec Esme Sudria, une formation sur le trading de l'énergie, par exemple, et forcément, on vient y chercher des étudiants qui ont un double cursus ingénieur, école de commerce. Merci, c'était clair, hein, je crois. Je pense, en tout cas, pour moi ça l'était, je pense que ça a bien répondu à la question. Alors, j'ai une question de Lucie qui nous demande quels sont les critères pour choisir son école de commerce. Parmi les critères suivants, l'appartenance à la conférence des grandes écoles, le label EQUIS et le AACSB. Alors là, je suis désolée, j'ignore. Vous allez peut-être nous éclairer et éclairer tous nos auditeurs. Comment est-ce qu'on choisit son école de commerce? Alors, la façon dont on choisit son école de commerce, c'est assez simple. D'abord, il y a les écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles, la CGE, et puis les autres. Donc, celles qui font partie de la conférence des grandes écoles sont celles qui délivrent des diplômes qui vont jusqu'à un label de visa et de grade de master pour l'une de leurs formations, et c'est le cas notamment de l'ISG, elles sont 38 aujourd'hui sur, à peu de choses près, 400 écoles. La question de toutes les écoles, c'est ensuite l'obtention de labels qui sont très liés à la recherche. Les labels en tant que tels, EQUIS ou AACSB, sont des labels qui donnent une idée de l'excellence de la recherche, c'est-à-dire du volume de la recherche, et c'est un des points sur lesquels on insiste, nous, énormément, parce que avant même que d'évoquer la question des labels, pour moi, il y a deux choses qui comptent. D'abord, quand on choisit une école, et surtout quand on choisit une école de commerce, pour moi, ce qu'on choisit, c'est d'abord une professionnalisation, et c'est ensuite un encadrement par l'équipe qui est en place. Les écoles qui font le choix de la recherche, elles font le choix de l'université et d'un modèle qui est très calqué sur ce que l'on va trouver au sein des universités. Donc, elles massifient les enseignements. On va y trouver de très grands amphis. Bien entendu, on va y trouver aussi ce qui va avec ces très grands amphis, c'est-à-dire des cours qui sont magistraux. Et c'est naturellement des enseignants qui viennent faire cours
et dont le métier, c'est avant tout d'être des chercheurs. Et puis, vous avez d'autres écoles qui font le choix de l'encadrement de leurs étudiants et de la professionnalisation. L'encadrement des étudiants, alors je vais en donner un exemple, puisque tout à l'heure je disais les mises en situation. Nous, à l'ISG, on a à peu de choses près 16 étudiants par enseignant. Donc on a fait le choix d'une pédagogie de petits groupes et donc de ne pas faire le choix d'avoir de très gros amphis qui soient proposés à nos étudiants. Ça nous permet d'avoir un encadrement très fort et le choix que nous faisons est un choix de mentorat de nos étudiants, d'un accompagnement personnalisé par l'ensemble de notre corps professoral. Donc pour reprendre sur la question, moi je dirais au final, dans les critères de choix, Madame Taillebois, je vous dirais, préconiser à vos lycéens et à leurs familles de se rendre au sein des établissements, de s'interroger sur le modèle avec lequel ils sont le plus à l'aise. Il y a des étudiants, si vous faites le choix, par exemple, d'écoles comme l'EM Lyon ou comme Kedge, vous allez vous retrouver dans de grands amphis. Donc, vous allez vous retrouver dans des amphis, ou à l'IESEG, vous allez vous retrouver dans des amphis avec 300 ou 400 personnes. Et puis, ça correspond à certains qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Et puis, si vous souhaitez, en revanche, un accompagnement qui soit plus personnalisé, il faut faire le choix d'écoles où la pédagogie soit plus expérientielle, plus en mode projet, plus accompagnée et où l'enseignant est là, bien entendu, pour faire de la recherche, mais surtout où il est là pour accompagner, encadrer les étudiants. Et voilà, ce sont des choix et des modèles qui sont des modèles différents qui permettent aux étudiants de pouvoir acquérir des compétences professionnalisantes qui seront demandées ensuite sur le marché du travail. Merci Monsieur Sebag. Alors, il y a une question sur les possibilités d'intégration et le taux d'intégration des bacs STMG, et en particulier par rapport aux bacs généraux dans les écoles de commerce. Donc. Oui, donc sur l'intégration suivant le type de baccalauréat, qui est la question de Madame Cara, est-ce que les STMG ont eu une bonne intégration de bac par rapport aux bacs généraux? Eh bien, en effet, les bacs STMG ont aussi leur place en post-bac. Les bacs généraux, globalement, aujourd'hui, je vais donner quelques chiffres, c'est à peu de choses près 8 étudiants sur 10 qui viennent d'un bac général, 2 étudiants sur 10 qui viennent de bac STMG, à peu de choses près. Pour autant, même si on a des bacs généraux, aucune école, et je pense à tous les bacs technologiques, je pense aussi aux STI2D qui viennent souvent et pour lesquels nous, on a toujours un œil bienveillant sur ce type de profil-là parce qu'ils ont des compétences aussi numériques et donc ou une appétence pour le développement durable. Ce type de profil-là nous est aussi, les portes des écoles de commerce leur sont aussi ouvertes et ils peuvent naturellement s'y préparer. Mais j'allais dire, pour tout cela, le plus simple, c'est de se rapprocher des équipes des admissions pour s'y préparer. La question derrière ça, c'est sur est-ce que les bacs STMG ont une bonne intégration? La question, c'est comment est-ce que les écoles accompagnent, notamment sur le concours. Et aujourd'hui, toutes les écoles mettent en place des préparations spécialisées pour passer le concours et puis pour certains types de publics, notamment lorsque on a un sujet sur des matières, eh bien, vous avez des matières renforcées, que ce soit sur les mathématiques, que ce soit sur l'anglais ou sur les langues. Merci Monsieur Sebag. Alors, j'ai fait le tour des questions qui ont été posées à travers le chat, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
On peut vous laisser peut-être encore s'il y a une ou deux questions supplémentaires. Bon, je crois que la présentation a été très claire. Alors, je vous demande de ne pas quitter la salle tout de suite. Merci, en tout cas, merci à toutes et tous pour votre attention et pour vos questions. Merci de rester encore une minute dans la salle. Monsieur Sebag aussi. Alors, je vais vous envoyer un petit sondage. Voilà, il est parti. Monsieur Sebag, vous me dites si vous le voyez bien. Oui, je vois qu'il y a des réponses. Donc, quoique. Non, il n'y a pas encore de réponse. C'est moi qui dis une bêtise. Ah, si, ça vient, ça vient. Voilà, je vous enverrai le sondage après, monsieur Sebag. Alors, une fois que vous avez répondu au sondage, merci de rester encore une petite minute avec nous, s'il vous plaît. Je vais vous parler des webinaires à venir et notamment ceux qui vont se dérouler sur la fin de l'année et le début 2023, en sachant que je vais vous donner les dates des webinaires les plus proches et aussi le site et le lien sur lequel vous pouvez vous rendre pour avoir la programmation complète de ces webinaires. Donc, j'attends que le sondage soit un peu complété. Et donc, merci de rester encore une petite minute, de bien vouloir compléter le sondage et de rester encore un petit peu avec nous pour que je vous fasse part de la programmation à venir. Merci. Alors, du coup, monsieur Sebag, peut-être que vous pouvez me redonner la main sur la présentation ou alors me positionner sur la slide qui suit, s'il vous plaît. Alors, oui, bien entendu, comme je passais la main, attendez, je remette la présentation. Oui, tout à fait. Je vous demande une petite seconde qu'elle se recharge. On a quelques micro-coupures. Je ne sais pas si c'est chez nous. C'est peut-être plutôt de votre côté. Alors, j'ai effectivement une question. Il y aura un replay qui va être envoyé à tous les participants et tous les inscrits. Si, elle est là. Elle se charge. Voilà. Il n'y a pas un gros débit. Non, ah voilà. Oui. Bon. Ah bon. Alors, ce que je voulais vous dire avant que la slide arrive, je voulais vous parler de notre outil d'information sur les métiers qui s'appelle Ligibox. Donc, Ligibox, c'est la version numérique, en fait, qui vous propose une information extrêmement complète sur tous les métiers. Et donc, là, je m'adresse en particulier aux professionnels de l'accompagnement et de l'insertion et à tous les professionnels qui sont en contact donc avec des jeunes et qui sont amenés à travailler sur des problématiques d'orientation. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous remercier d'être venu et d'avoir participé à ce webinaire, on va vous proposer une offre d'essai à Ligibox pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore abonnés.
Voilà. Donc ça, c'était l'info que je voulais vous donner. Et puis, je voulais aussi vous montrer, vous faire voir en fait quelques dates à venir sur nos prochains webinaires et les thématiques qui seront abordées et les métiers qui seront présentés à cette occasion. Par contre, je ne vois pas la slide. Bon. Elle y est. Elle y est. Elle y est. Oui, 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 je l'ai mise là. Non. Vous la voyez? Alors, normalement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, attendez, j'arrête le partage, je le repartage. Voilà. Vous la voyez? Oui, c'est parfait. Merci, merci. Voilà. Donc, cette slide illustre donc, ce dont je vous ai parlé, donc l'Igibox que vous connaissez peut-être déjà. Et donc, vous allez recevoir avec la vidéo en replay une offre d'essai pour pouvoir tester vraiment la complétude des informations, de la documentation qui vous est proposée à travers la box. Voilà. Et puis, je veux bien, Monsieur Sebag, que vous passiez, voilà, super. Et puis, donc, vous faire part des prochains webinaires organisés par le CIDJ. Alors, ces webinaires, vous pouvez vous y inscrire sur notre site. Le lien est là. On vous transmettra également la présentation en même temps que le replay. Du coup, vous pourrez avoir le lien. Et nous organisons donc prochainement, au mois de décembre, un webinaire sur les métiers du vivant et des biotech. Ce sera le 8 décembre prochain, sur le même créneau horaire. Et également deux autres webinaires en janvier prochain. Un le 19 janvier, qui sera consacré au métier des techniques du cinéma et de la télévision, avec l'école ESRA. Et un second webinaire en janvier, le 24 janvier, sur les métiers de la communication et du marketing. Voilà. Et là, nous serons avec l'école qui s'appelle l'ISEG Nantes. Voilà. Pour le webinaire du 8 décembre, nous serons avec Subbiotech, qui est une école spécialisée donc, dans les métiers du vivant, de l'environnement et des biotech. Voilà. Donc, des webinaires très intéressants à venir. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, voilà. Écoutez, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre présence ce matin. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt sur un prochain webinaire. Merci à Monsieur Sebag. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée également. Au revoir.